Voilà. Mes chers maîtres, chers confrères, bonjour. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs et à leur tête M. Abdelmajid Karar de m'avoir invité à ce congrès très intéressant de par la qualité des orateurs et des communications bien sûr. Donc on m'a demandé de parler des cardiopathies congénitales de l'adulte, de leur prise en charge en quelque sorte. Et là, depuis hier, on parle de ces malformations cardiaques congénitales. Elles sont le plus souvent graves et complexes. Il faut savoir les diagnostiquer, bien sûr, et c'est une spécialité à part entière. Elles sont relativement importantes, puisque un tiers des enfants nécessitent un geste très précoce, et parmi ces enfants-là, un tiers encore nécessitera une intervention dans un deuxième temps, c'est-à-dire à l'âge adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays développés, 85% de ces enfants-là atteignent l'âge adulte, et j'aurais voulu que le professeur Moussa soit là, lui qui a un peu condamné ces enfants-là. Et donc il y a une véritable population qui émerge et qu'il faut prendre en considération dans toute sa grandeur. Voici, si l'on considère cette représentation, en 80, donc du fait du maintien de vie des cardiopathies jeunes et du vieillissement de la population, en 2020, nous aurons 5 fois plus de patients à traiter. Rapidement, l'historique qui a dû être fait certainement, mais pour dire que les cardiopathies congénitales sont bien sûr connues depuis très très longtemps et qu'elles ont bénéficié de beaucoup de progrès. La première fermeture de canal artériel a été faite en 1939 et ensuite régulièrement il y a eu des progrès et à chaque décennie il y a eu une avancée particulière, puisqu'en 50 il y a eu la circulation extracorporelle, en 60 la correction de la transposition des gros vaisseaux, 66 l'avènement du cathétérisme interventionnel, 70 le Fontan et en 80 le diagnostic anténatal. L'état des lieux en Algérie, on en a parlé hier, je vais en parler encore, pour dire qu'il y a un seul centre étatique, c'est le centre de Bouismaïl, qui existe depuis 1982, qui dépend de la caisse d'assurance sociale. Parmi les cliniques conventionnées, il y en a 17, 5 en particulier prennent en charge l'enfant. Nous avons 34 labs, 17 privés, 13 étatiques, pratiquement tous concentrés au nord du pays. Ce qui a fait qu'il y a eu moins de transferts à l'étranger, il y en a très très peu, en 2016 il y en a eu une dizaine, mais malheureusement le transfert de technologie n'a pas vraiment suivi. Ensuite on peut dire qu'il n'y a pas de cardiopédiatre, ou du moins il se compte sur les doigts d'une main, et que les cardiologues adultes, cardiologues ne connaissent pas, ne savent pas prendre en charge les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Aussi, il y a beaucoup de déperditions parce qu'il n'y a pas de suivi de ces enfants-là et surtout pas de statistiques nationales. Je me suis permise de prendre 2 diapositives d'un très beau travail fait par l'équipe de Bouismaïl pour montrer le nombre de nouveaux cas. En 2010, il y a eu 3829. En 2014, pratiquement 3 fois plus. Ils sont où ? Ceux qui sont devenus adultes, on ne sait pas. L'expérience de l'EHS Maouche où j'exerce, nous avons un cath lab, nous faisons en moyenne 15 à 20 dilatations pulmonaires adultes par an, une dizaine de fermetures de CIA et nous recevons en moyenne 2 hospitalisations pour grossesse sur cardiopathie congénitale par an. Les autres cardiopathies, on les envoie aux chirurgiens qui travaillent dans notre hôpital. La CNAS, en 2016, a confié 1728 enfants aux cliniques conventionnées. J'en parle étant donné que je suis leur expert. Même chose pour la CASNOS. En 2016, il y a eu 302 enfants confiés aux cliniques. Nous nous intéressons bien sûr aux congénitaux dans la mesure où nous avons dirigé une thèse présentée en 2011 par le docteur Boussouf et qui avait trait aux malformations cardiaques chez les trisomiques 21. Elle en a trouvé 110, dont 6 étaient âgés de 15 à 20 ans et qui étaient totalement méconnus.
Donc l'épidémiologie des cardiopathies congénitales a beaucoup changé, étant donné que dans les années 80, nous étions assez dépourvus, nous ne savions pas trop quoi faire avec ces petits-enfants qui naissaient ainsi, alors que maintenant, grâce à tous les progrès faits dans ce domaine-là, nous avons des adultes cardiaques et même des compétiteurs comme on le voit sur cette image. Là, pour montrer l'évolution des cardiopathies congénitales chez l'adulte, depuis 2005, déjà, on avait un pourcentage à peu près identique à celui de l'enfant, mais de plus en plus, la population adulte va dépasser celle de l'enfant. Et regardez, en 2020 et plus encore en 2030, où elle surpassera largement la population enfant. Le mode d'entrée de prise en charge des cardiopathies congénitales de l'adulte, alors comment on les reçoit? Soit à la suite, soit le réseau est très bien fait, donc il y a eu une continuité. L'enfant du pédiatre adolescent passe chez l'adulte, ce qui suppose un circuit bien établi, mais c'est rare et c'est même exceptionnel chez nous. Soit alors à l'occasion d'une complication médicale, telle qu'une endocardite infectieuse, des troubles du rythme, d'insuffisance cardiaque, c'est généralement comme ça qu'on les reçoit, soit alors une exigence non médicale, service militaire, aptitude professionnelle, souscription à un emprunt, ou une grossesse ou des sollicitations de conseils génétiques. Ces patients sont particuliers. Donc, soit la complication est liée à la pathologie elle-même, chez cet enfant qui a grandi et chez qui il y a une rosténose du tube, ou alors le tube, bien sûr, n'augmente pas par rapport à la taille de l'enfant, ou alors une dilatation de l'aorte, ou bien des complications, l'insuffisance, l'endocardite infectieuse, ou alors des problèmes sociétaux. Donc là, l'idéal et le principe de cette prise en charge, c'est l'approche longitudinale, c'est-à-dire l'existence de réseaux et la transition en douceur de l'enfant vers l'adolescent, ensuite passage chez le cardiologue adulte qui devrait être à jour, bien sûr, et savoir prendre en charge ces enfants-là. Tout ça afin d'éviter la morbimortalité qui est importante chez ces patients-là. La prise en charge diagnostique et thérapeutique, bon, elle est donc habituelle. Il y a une évaluation clinique qui doit être très minutieuse. L'interrogatoire pour voir la symptomatologie de départ, la symptomatologie présente, et aussi l'auscultation pour voir s'il y a des souffles surajoutés ou autres, le contrôle de la saturation en oxygène qui est très important, et bien sûr l'électro, la radiographie du thorax, l'échographie et plus d'examens si nécessaire, scanner, IRM, au cas par cas. Les complications, alors la complication la plus redoutable, une des plus redoutables, elles le sont toutes, c'est les troubles du rythme parce qu'elles peuvent engendrer une mort subite. Et là, c'est une cause fréquente d'hospitalisation. Leur stratification est difficile, leur traitement aussi, parce qu'elles ne répondent pas trop aux antiarythmiques comme en cas d'autres troubles du rythme. Et puis, on a surtout très peur de cette mort subite. L'ablation est indiquée, mais les résultats sont moins bons. De même que les indications de défibrillateurs automatiques implantables qui sont moins bien codifiées que dans les autres cardiopathies. L'hypertension artérielle pulmonaire aussi, complication très grave. Généralement, elle est due au retard de diagnostic ou au retard de prise en charge. Voilà par un exemple, quand on répare une communication interauriculaire, lorsqu'on l'a fait assez tôt et au moins avant l'âge de 25 ans, l'hypertension artérielle pulmonaire apparaît tardivement, voire même vers l'âge de 50 ans et plus, alors que ce que vous voyez en rouge, lorsqu'on répare après l'âge de 50 ans, l'hypertension artérielle, si elle n'était pas présente déjà, va apparaître très rapidement. Même chose, la coarctation de l'aorte, lorsqu'elle est réparée avant l'âge de 20 ans, l'évolution, du moins la survie, est de 95%, donc presque comme un sujet normal, alors que lorsqu'elle est faite après l'âge de 20 ans, la survie n'est que de 60%.
L'insuffisance cardiaque aussi, autre complication, nous pose beaucoup de problèmes parce que sa physiopathologie diffère de celle d'une circulation normale et on ne peut pas transposer les recommandations des sociétés savantes. Donc nous sommes assez embêtés, mais nous arrivons quand même à stabiliser, à juguler cette insuffisance cardiaque chez ces patients-là. La grossesse, problème particulier. Là, il y a même des papiers très récents qui disent quand même qu'elle est relativement bien tolérée à condition d'être planifiée et suivie. Ces jeunes-là, il faut les préparer à l'avance, il faut anticiper chez les jeunes filles sur cette grossesse de façon à prévenir les complications. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que la parturiente soit suivie par une équipe multidisciplinaire. Il faut la prévenir d'urgence, qui est de 4% lorsque c'est la mère qui est porteuse de la cardiopathie et de 2% si c'est le père. Après, bien sûr, il y a des complications, des grossesses à très haut risque lorsque la saturation en oxygène est inférieure à 85%. Il y a 88% de risque d'avoir un mort-né. Et aussi les obstacles sur la voie d'éjection du ventricule droit et ventricule gauche, l'hypertension artérielle importante et les porteuses de prothèses et d'autres étiologies. La bonne nouvelle, c'est que l'activité physique est bénéfique pour ces patients. Il y a peu de restrictions. Elle est autorisée en loisir, mais toujours après une évaluation de la capacité à l'effort. Et là, on le voit ici. Bon, la diapositive n'est pas très claire, mais vous voyez, lorsque l'altération est sévère et toujours en fonction de la pression en oxygène, les efforts ne sont pas bien tolérés, contrairement à lorsque l'état est relativement normal. Par exemple, tout à fait en bas, vous voyez que pour le Leisenmenger, c'est pas une bonne idée de leur recommander du sport, contrairement à la coarctation de l'aorte en haut ou à la CIA opérée et autres cardiopathies. Les autres conseils utiles, l'activité sexuelle est sans risque dans la majorité des cas. La contraception est très importante. Elle doit être sûre, efficace et pas contraignante. Certains médicaments doivent être arrêtés durant la grossesse. Pardon. L'accouchement doit se faire par voie basse, sauf s'il existe une indication obstétricale. La bonne hygiène dentaire, pas de piercing et l'altitude au-delà de 2500 mètres. Chez les cardiopathies, en cas de cardiopathie congénitale cyanogène, elle est contre-indiquée. En fait, ce jeune-là, il faut le prendre en globalité de façon à anticiper sur son évolution et le préparer donc à l'âge adulte, tant pour la scolarité que pour la profession, le sport, les grossesses, etc. Et dans les pays développés, il y a des programmes qui sont respectés avec des objectifs évidents de façon à autonomiser l'adolescent et l'adulte jeune, discuter dès l'adolescence du projet professionnel et conseiller par rapport aux métiers à éviter. Après, s'il faut mettre cette personne-là dans la case des travailleurs handicapés, il faut le préparer dans ce sens. Et donc, ça se fait grâce à des séances d'éducation thérapeutique individuelle et collective. Et le public ciblé, ce sont les patients âgés de 12 à 25 ans. Comme perspective et recommandation, nous avons besoin de la création d'une structure d'expertise type M3C, comme elles existent en France, donc malformation cardiaque congénitale complexe, c'est les 3C, avec un plateau technique performant, avec une équipe disponible sur place et multidisciplinaire qualifiée, création du diplôme de cardiopédiatrie qui n'existe pas chez nous, formation du personnel grâce à un transfert de technologie efficace. Là aussi, ça n'a jamais été fait de façon efficiente. On n'a pas vraiment vu les résultats de ce transfert-là. Passation de consignes entre le cardiopédiatre et l'adulte, ce qui suppose l'existence de réseaux, de façon à faire passer cet enfant-là chez le cardiologue adulte. Préparer l'enfant dès son jeune âge à son avenir scolaire, professionnel et autres.
et informer les patients en toute objectivité. Il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas les rassurer faussement en parlant de guérison, notamment dans les cardiopathies complexes où il n'y a pas de guérison. On sait qu'il va y avoir des interventions itératives, donc il faut expliquer tout ça aux parents et anticiper sur les complications que nous aurons à voir de plus en plus, étant donné que les montages maintenant sont de plus en plus complexes. Donc en conclusion, je vais me répéter pour dire qu'il y a une émergence d'une population grandissante, cette population de l'adulte, qu'il faut prendre en charge de façon qualitative et quantitative, création de structures de type M3C, au moins une dans notre pays, le travail en équipe multidisciplinaire, formation de cardiopédiatres en enseignant la spécialité, l'organisation en réseau et gestion du circuit d'entrée de ces patients-là afin d'éviter les perdus de vue qui sont très nombreux chez nous. Et je vous remercie.